Un opening rose truffé de secrets, un ending tout en symbolisme, des antagonistes plus cruels et dangereux que jamais, et des pions qui commencent à avancer vers la plus grande guerre sanguinaire que Bleach n'ait jamais connue. Ce second épisode était encore plus riche que le premier, et j'ai énormément de choses à partager avec vous. Bienvenue dans cette deuxième review de Bleach, arc de la guerre sanglante millénaire, et ensemble, nous allons disséquer les secrets et détails cachés, analyser ce qu'il s'y passe, ce que ça raconte, et enfin, je vous donnerai mon ressenti en essayant d'être objectif malgré la hype évidente qui m'anime. Je tiens aussi à vous remercier avec mon Reiatsu le plus sincère pour les 19 000 vues sur ma première review. C'était la première fois que j'en faisais une, et visiblement ça vous a plu. J'appréhendais pas mal, mais vous m'avez convaincu à poursuivre dans cette voie par vos commentaires encourageants et vos messages privés sur Twitter ou Discord. Ça me conforte dans mon envie de continuer et d'améliorer la formule au fil des épisodes, donc merci. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Vous voyez le fameux badge de Shinigami remplaçant d'Ichigo Kurosaki qu'on a déjà vu plusieurs fois depuis cette excellente nouvelle saison. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir acquérir le vôtre. Ils sont tous peints à la main, imprimés en résine sur un moule inédit que nous avons confectionné nous-mêmes en essayant d'être le plus fidèle au manga. Il y en a pour tous les goûts, des petits et des grands, des cuivrés, des argentés, des dorés, ainsi qu'un noir et doré. Il est possible de les utiliser comme un porte-clés, de les attacher à ton sac à dos ou à ta ceinture. Ils arrivent tous très vite sur Vinted et il est fort probable qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ils y soient déjà. Ils sont en nombre très limité et certains sont uniques, donc si l'un d'eux vous intéresse, filez tout de suite dans la description pour accéder à ma boutique. Il se pourrait peut-être bien que ça parte très rapidement. On peut reprendre. On aurait pu craindre une baisse de qualité suite à ce premier épisode que beaucoup ont comparé à raison au niveau d'un film, mais ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu forcément quelques plans un peu fixes, un peu statiques dans les moments d'accalmie, mais c'est logique, ils n'ont pas non plus un budget et un temps infini à consacrer aux petites scénettes, aux moments un peu secondaires basés davantage sur la narration. Je ne suis pas dans les studios de Pierrot, mais selon moi c'est de la stratégie élémentaire. Ils économisent astucieusement sur les passages peu importants pour se concentrer à fond et mettre le paquet sur les scènes d'action afin de nous en mettre plein la vue et nous abreuver de Sakuga qui tourneront en boucle pendant des années. Maintenant que cela est posé, parlons des couleurs et de l'ambiance qui règne, car sur ce point aussi, il y a des trucs à relever par rapport à l'ancienne adaptation. L'atmosphère qui règne, qui pèse même j'ai envie de dire sur ce second épisode est encore une fois excellente, et je sens que ça va pas bouger jusqu'à la fin. On a tendance à associer le bleu clair au Quincy et c'est correct. Ce bleu provient du Reishi qu'ils utilisent et le Reishi c'est ce qui compose le monde spirituel. Donc tout ce qui structure la Soul Society et le Mundo. C'est grâce à leur aptitude à le manipuler que les Quincy peuvent utiliser la majeure partie de leurs techniques, que ce soit leurs flèches ou leurs techniques de déplacement, car ils ne possèdent aucun Reiatsu en eux. Leur pouvoir provient de l'extérieur. Tout cela explique ce bleu omniprésent dès qu'on se retrouve en leur présence. Un bleu désormais pesant. Mais cet épisode nous a surtout fait comprendre par la violence et le démembrement que désormais, il va falloir les associer au rouge sanguinaire. L'antagoniste sur son trône nous a calmement expliqué pourquoi cet arc de Bleach, c'est celui de la guerre sanglante millénaire. Tout comme le bleu, le sang des sacrifiés est lui aussi omniprésent, et pour atteindre sa vision de la paix, aucune limite ne semble être posée. Détail que j'ai fort apprécié, c'est la manière dont le titre apparaît sur le bras démembré et gisant dans le sang quelques secondes avant l'opening. J'espère qu'ils vont réitérer la chose, car en plus d'être esthétique et stylé, ça accentue la narration, ça complète le propos, et ça fait comprendre quasiment sans aucune parole pourquoi l'épisode se nomme ainsi. J'aime beaucoup quand le titre d'un chapitre, d'un tome ou d'un épisode porte en lui un véritable sens, voire plusieurs. Et avec Tite Kubo, on est toujours servi dans le domaine. Donc c'est une bonne chose que l'adaptation animée le prenne en compte. Encore un bon point. Je compte consacrer une vidéo dédiée à l'analyse de l'opening et l'ending, car j'ai trop de trucs à dire et cette vidéo me prendrait trop de temps avant de pouvoir sortir si je le mettais dedans. Il y a plein de détails intéressants, mais j'approuve à 100% la direction artistique. C'est très stylisé, et même si le rose surprend, car on aurait pu s'attendre à du rouge, histoire d'être cohérent avec le côté guerre sanglante, la musique colle parfaitement aux images, et j'ai beaucoup aimé ce qu'on y voit. Développer davantage serait du spoiler, donc on passe à la suite. Pareil pour l'ending d'ailleurs. Il y a moins de spoilers forcément, il est simple et assez épuré, mais il remplit son job et nous pose bien l'ambiance de la guerre avec tous ces impactos parmi les ruines. Pour terminer sur cette section, c'est un peu déstabilisant de voir à quel point le Garganta est très différent de son ancienne version animée. On est loin du tunnel sombre et violet d'autrefois. Ici c'est presque chatoyant, avec la lueur dorée au sol se reflétant sur les personnages et un tunnel bleu et noir insistant davantage sur le
le côté passage transitoire informe entre deux mondes. Mais pour moi, la vraie réussite esthétique de cette nouvelle adaptation, c'est la présence de jeux de lumière sur les environnements et de reflets sur les visages. C'est l'un des grands manques de l'ancien animé, et ici ça change tout. Ça rend les lieux plus vivants et réalistes, c'est beaucoup plus stylisé aussi, alors qu'avant c'était bien plus terne, plat et simple. Parlons maintenant du gros de la vidéo, donc du scénario en lui-même, ce qu'il raconte et des différences avec le manga. Cet épisode adapte 4 chapitres, là où le premier en adaptait 5, ce qui est énorme pour un animé. On peut constater qu'à chaque fois l'épisode porte le nom du premier chapitre adapté de la liste, ce qui pourrait bien nous permettre de deviner les futurs titres. Concernant l'épisode en lui-même, je ne vais pas tout retracer séquence par séquence, mais on va quand même voir ensemble les points clés et marquants. Globalement, c'est un épisode de transition vers les vrais enjeux, comprenant malgré tout des scènes de combat plutôt bien animées et une grosse tension. Après quelques séquences faisant le lien avec l'épisode précédent et teinté d'humour, mais un peu moins que dans le manga, car une scène humoristique a été supprimée à propos de la sonnerie un peu débile de Yuji, s'opère un changement d'ambiance net. Les pions avancent sur le grand échiquier de la guerre. Les soldats des deux camps commencent à se dévoiler et on apprend, en même temps que la team Karakura, par l'intermédiaire d'une communication que tous les Shinigami ont reçue, que la Soul Society a été attaquée par une armée inconnue en parallèle du combat d'Ichigo. Le vice-capitaine de la première division, Sasakibe Sohojiro, est décédé de ses blessures. Un personnage auquel, en tant que spectateur, on va pas faire semblant, on s'est peu attaché, mais qui constitue un immense choc pour la Soul Society car ça a toujours été lui, le vice-capitaine de Yamamoto. C'est un drame et un symbole en même temps, donc un funeste présage pour la guerre qui se trame. Suite à cette révélation, l'atmosphère change radicalement et laisse place au silence de nos héros et au violon mélancolique. Le soleil de la paix se couche peut-être pour la dernière fois, créant un décor parfait pour des passages inédits d'Orihime, Uryu et Sado. Encore une preuve de la qualité derrière l'adaptation, car ça rajoute un petit quelque chose absent du manga. On sent qu'il va se passer quelque chose de gros, d'important, que les protagonistes sont à la veille d'un événement qui changera tout, à tout jamais. Fort heureusement, après une bonne nuit blanche à patrouiller bénévolement parce que finalement il aime trop son taf de Shinigami remplaçant, Ichigo se prend une Nel enfant en pleine face. Néanmoins, l'humour là aussi est de courte durée. Nel et Pêche expliquent que le Wikomundo a lui aussi été pris d'assaut. L'épisode nous ramène à nouveau chez les antagonistes, avec une démonstration d'autorité tyrannique et sanglante de celui qui s'annonce comme le principal enta de l'arc. Depuis son trône, il explique aux téléspectateurs que nous sommes, habitués à la censure dans l'ancien animé de Bleach, pourquoi cet arc s'intitule La guerre sanglante millénaire, en toute décontraction, démembrement, explosion de tête. Ebern, qu'Ichigo venait d'affronter, et Luders Frigen, celui qui fit la déclaration de guerre auprès du capitaine commandant, se sont littéralement fait imploser la tête. Ebern, parce qu'il ne sert plus à rien, Luders, parce qu'il a osé parler du futur sans être un prophète. Sans trop en dire, sachez que cette scène prendra encore plus de sens bien plus tard dans le récit. Et enfin, cette séquence bien violente appuie à nouveau sur le sens du titre de l'épisode. Il faut des morts pour édifier la paix, d'où le nom Foundation Stone. Comme si on n'avait pas encore compris à quel point le moustachu constituait une menace inédite dans l'histoire de Bleach, il nous dévoile derrière un drap blanc une Alibel vaincue et prisonnière, elle qui pourtant incarne l'Arrancar encore vivant, le plus puissant du Wikomundo. Et une fois de plus, un parallèle est effectué avec le nom de l'épisode. La troisième espada est, elle aussi, une pierre fondatrice vers l'attaque de la Soul Society et un pas de plus vers ce qu'ils appellent la paix. Changement total de lieu et d'ambiance une fois de plus avec les funérailles de Sasakibe. La solennité de la scène sonne juste. Bleach a beau avoir comme un des thèmes principaux la mort, nous n'avons jamais vu à quoi ressemble une cérémonie funéraire à la Soul Society. Les sons discrets des tambours, le silence endeuillé, Yamamoto silencieux et de dos, ne laissant pas entrevoir son expression faciale, ça rendait vraiment bien. Il y a ici deux grandes différences avec le manga à souligner, dont une que j'avais totalement oublié de préciser dans le premier épisode. Sasakibe a normalement les yeux totalement blancs, ses pupilles ont été ajoutées dans l'ancien animé seulement, et ça confirme la volonté de cette nouvelle adaptation d'être plus fidèle au manga visuellement. Et la deuxième différence, c'est qu'il y avait dans la version papier un excellent monologue de la part de Byakuya ici, au sujet du rôle de Sasakibe pour Gen Ryusai, un Shinigami ayant maîtrisé le Bankai avant même la naissance de Jushiro et Shunsui, qui sont pourtant les deux premiers capitaines à avoir été nommés de l'Académie des Shinigami. Il possédait lui-même le niveau d'un capitaine, mais ayant juré malgré tout fidélité à Yamamoto, il est resté depuis tout ce temps vice-capitaine. La seule fois où il utilisa son Bankai dans un combat, il mourut. Byakuya conclut en disant que la colère du capitaine commandant est au-delà de l'imaginable pour eux, néophytes qu'ils sont. Et nous voyons ensuite le visage de Yamamoto,
exprimant un mélange de tristesse et de haine. Je respecte et j'approuve ce choix du studio Pierrot d'avoir supprimé toute cette séquence. Néanmoins, c'est bon de le savoir. Autre chose, les lecteurs du manga parmi vous l'ont sans doute remarqué, mais plusieurs scènes ne sont pas adaptées au beau moment. Et ma théorie perso, c'est qu'ils font ça pour les placer plus tard. Ultérieurement. L'anime a son propre rythme et ses propres idées. Les éléments absents ne le sont pas par envie d'aller plus vite ou par négligence, mais pour raconter l'histoire comme doit le faire une adaptation animée et non un manga. Les techniques narratives sont différentes, et le fait que ce soit en vidéo, donc avec du son et de l'animation, permet d'autres moyens narratifs que le manga ne peut pas faire. Il faut aussi se rappeler que Tite Kubo a supervisé le tout de très près, et qu'on est loin des anciens écueils qui poussaient les studios à éclater le passing n'importe comment pour ne pas rattraper le manga. Ce dernier est terminé depuis 2016, donc ils ont eu tout leur temps pour réfléchir et construire leur meilleure vision de l'adaptation. Et la transition avec le feu du gaz qui s'allume illustre mes propos. On n'est pas sur une adaptation case par case, mais sur une vraie volonté de reconstituer les tomes allant du 55 au 74 sous la forme d'un animé complet et immersif, avec tout ce que ça implique. La suite le démontre aussi, avec toute une séquence inédite du même antagoniste moustachu imposant sa suprématie sur le Wekumundo, dans une scène très jolie pouvant là aussi faire penser à la qualité visuelle d'un film. On y voit une Alibelle totalement impuissante et des légions d'Arrancars gisant au sol, devant Nel et ses acolytes terrorisés. La troisième espada aura même le luxe d'avoir une réplique inédite. Courez. Tous les espadas représentent un aspect de la mort. Alibelle, c'était le sacrifice, et ce début d'arc l'a prouvé une ultime fois. Bon, on apprend aussi qu'ils ont kidnappé Dondo Chaka, mais on va pas se mentir, on s'en fiche un peu. Et ça enchaîne avec Pêche qui supplie Ichigo d'aller les aider. Bien évidemment, malgré que les Arrancars étaient leurs ennemis quelques mois en arrière, la team Karakura accepte, et le marchand charismatique Urahara apparaît comme par magie à la fenêtre, comme s'il entendait tout ce qu'il se disait dans la chambre. J'ai failli oublier, il y a aussi l'échange entre Ichigo et Uryu. Le Quincy ne voulant pas attaquer sa propre race, c'est littéralement l'application du mème des Namek face à Piccolo dans Dragon Ball Super. On retourne une fois de plus chez les méchants, et pendant que Dessous-Fifre nettoie le carnage opéré quelques minutes auparavant par le moustachu, on découvre un autre antagoniste semblant important. Je ne vais pas trop développer sinon c'est du spoiler, mais normalement on voit mieux à quoi il ressemble dans le manga à ce moment, car il ne porte pas de capuche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait cette modification. Si vous avez une idée, dites-nous ça en commentaire. Ma théorie perso, c'est qu'il est tellement BG qu'ils veulent garder son vrai face reveal pour plus tard, afin de traumatiser ses futurs fangirls et fanboys. Après la séquence dans le Garganta que j'ai déjà commenté plus tôt, on assiste à nouveau au massacre perpétré par l'armée inconnue. Des cadavres d'Arrancars jonchent le sable et Orihime aura beau envoyer une de ses fées à la recherche de survivants, il n'y en aura aucun à l'horizon. J'ai bien aimé le geste d'Ichigo, également présent dans le manga, lorsqu'il met sa main devant les yeux de Nel pour ne pas qu'elle regarde, alors qu'en réalité elle est très certainement beaucoup plus âgée que lui. Ce qui s'ensuit n'est que la démonstration de force et l'injustice avec laquelle impose sa dictature le chef des troupes ennemies en place, Kilge Oppie, surnommé The Jail, la prison, ou la cage. On comprendra dans les épisodes suivants pourquoi un tel surnom. Ça fait plaisir aussi de revoir les Loli Fangirls d'Aizen, mais bon, elles ont fait une piètre performance. En fait, elles apparaissent à chaque fois pour se faire goumer 2 minutes après. Et ça fait encore plus plaisir de revoir les fractions d'Alibelle, les 13 bestias, qui pour le coup ont de belles scènes et démontrent un vrai potentiel. Malheureusement, le seul qui pourrait bien tenir tête au chef des ennemis au Wekumundo pourrait bien être Kichigo en personne. L'épisode se conclut sur ce que tout le monde avait deviné dès le premier épisode, dès la première séquence même pour les fans les plus hardcore. Akon et Mayuri font leur rapport auprès du Kotei 13 et nous apprennent que cette armée inconnue est en réalité une armée de Quincy. Ces mêmes Quincy qui d'après le tome 6 ont été exterminés par les Shinigami afin d'éviter la destruction des mondes. Comme le dit Mayuri, il n'y a que pour supprimer définitivement une âme, empêchant ainsi sa réincarnation et entraînant le déséquilibre des mondes, celui de la Soul Society et du monde des humains, ce qui aboutirait à la destruction des deux. Serait-ce ici la clé de voûte de toutes les intrigues de Bleach et une piste vers ce qu'est cette fameuse paix? Mais la vraie fin de l'épisode intervient après l'ending, et nous avons cette fois-ci un poème basé sur la thématique militaire dicté par Oppie. Voici ce qu'il dit. Les troupes marchent au son du clairon, comme une multitude d'étoiles au tintement incessant, comme le tonnerre grodant des bottes militaires. Et le troisième épisode s'appellera March of the Starcross. Avant d'arriver sur la partie spoiler, quelques mots sur les OST et les sons. Les tons dramatiques sont en toute logique très présents, avec beaucoup de violons, instruments que Shiro Sagisu maîtrise à merveille, que ce soit dans l'épique ou dans la tristesse. On n'est pas encore en pleine guerre, mais les prémices d'une bataille violente sont finalement aussi tragiques que les affrontements, et l'ambiance musicale le retranscrit parfaitement bien. Shiro Sagisu est très fort car il arrive à conserver une patte très bleachesque tout en nous proposant de l'inédit. Par exemple, la musique très mélancolique lorsque Ichigo et son équipe sont chacun de leur côté,
après avoir appris la mort de Sasakibe, est familière sans être un copier-coller de ce qu'il a déjà fait. Elle nous fait ressentir le doute qui habite nos protas et laisse présager des drames, avec beaucoup de sobriété. Alors que les musiques qui se jouent chez les antagonistes ont un tout autre cachet, c'est de l'effroi et du sombre, et ça accompagne le côté implacable et dictatorial du vilain sur son trône. Autre musique qui relève du génie, lorsqu'on découvre Alibel captive, on peut reconnaître les notes du thème des Arrancars, Fiesta de Guerra, sous une forme déconstruite, torturée, tout comme l'est l'Espada numéro 3 à ce moment-là. Il faut aussi que j'utilise cette catégorie pour parler du doublage du grand vilain. Sugo Takayuki a parfaitement compris le personnage et lui donne une prestance et un impact démesurés, surpassant le manga, et ce malgré le trait de Tite-Kubo déjà très bon. On est tout comme ses sbires. Dès qu'il parle, on est tout de suite beaucoup plus attentif que la moyenne, car on a compris qu'il économisait ses mots et qu'il n'a aucune limite pour parvenir à ses fins. On passe maintenant à la partie spoiler, donc si t'es animé only, tu peux utiliser le chapitrage pour sauter à la conclusion. Je suis convaincu qu'ils vont placer quelques séquences absentes à propos de Yamamoto et Sasakibe ultérieurement lorsqu'il détruira le Quincy ayant volé le Bankai du défunt vice-capitaine. Et pour revenir sur Alibel, il faut qu'on ait plus d'explications sur sa captivité. Pourquoi ne pas la tuer? On peut se dire qu'ils enrôlent dans leur armée les éléments de valeur parmi les Arrancars. On peut aussi imaginer qu'Alibel a refusé. Mais dans ce cas, il aurait été très simple de l'éliminer. Et ça, c'est un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Surtout qu'elle n'aura plus aucun rôle par la suite dans le manga, uniquement dans les romans se passant après l'arc de la guerre sanglante millénaire. Et vu que je l'ai abordé à la fin de la review, cet arc va remettre sur le devant de la scène une vérité un peu mise de côté. L'équilibre des mondes est le fruit du travail des Shinigami. J'espère là aussi des scènes supplémentaires à ce sujet, notamment par le biais du maître d'Uryu, par exemple, Suken, qui durant le tout premier arc nous expliquait qu'il fallait œuvrer avant tout à ce qu'une telle tragédie ne recommence plus, à savoir une guerre Shinigami contre Quincy, guerre déclenchée à l'origine apparemment par Yua. Et enfin, normalement, dans le prochain épisode ou celui d'encore après, on devrait enfin avoir la scène inédite entre Uryu et son père, qu'on a déjà pu apercevoir dans un trailer il y a quelques semaines. Espérons que ce ne soit pas que du remplissage et qu'elle apporte quelque chose en plus, que ce soit à l'histoire ou à Uryu et sa décision de rejoindre le Vandenreich. Bon les mecs, c'était pas un prank ou un rêve éveillé. Bleach est de retour en force et le deuxième épisode a su maintenir le même niveau de qualité. Est-ce que ce sera pareil pour le troisième? On sait que les studios d'animation ont tendance à miser à fond sur les premiers épisodes, puis à se calmer ensuite afin de remettre la méga dose sur les climax. Le truc, c'est que cet arc n'est qu'une succession de climax, donc on espère que le studio Pierrot sera à la hauteur et que toutes ces années d'attente seront récompensées. C'est clairement bien parti. Si t'as aimé ce deuxième épisode servant de pierre fondatrice et surtout si t'as apprécié cette review réalisée avec détermination, tu peux me rétribuer en laissant ton j'aime surchargé en Reishi, en commentant pour nourrir l'algorithme, en partageant sur tes réseaux et en t'abonnant avec la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses et théories. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième épisode. Ciao.